Wallonie, les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre sont d'abord l'industrie, la mobilité et le transport, et puis le résidentiel. Le dérèglement climatique a un gros impact sur notre production, surtout. Donc si on veut diminuer nos émissions en CO2, on doit trouver une alternative pour le gaz naturel. C'est simple à dire, mais ce n'est pas si simple à faire en pratique. Il y a une demande des travailleurs de faire attention, beaucoup plus attention à l'environnement et à l'impact écologique. Oui. La rénovation des bâtiments est quelque chose qui pourrait créer énormément d'emplois. On parle au niveau de la Belgique de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Depuis maintenant le mois de juillet, nous engageons. Tous les métiers vont évoluer et donc il faut que les travailleurs puissent s'adapter. Changement, dérèglement, réchauffement climatique, les effets visibles sont catastrophiques, comme on a pu le voir lors de l'été 2021 en Belgique. Une transition de notre mode de vie, mais également du mode de vie des entreprises, est indispensable pour assurer notre survie, mais aussi celle de nos emplois. La Belgique doit réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais c'est quoi au juste un gaz à effet de serre? Quels en sont les principaux producteurs? Et quel est le plan pour nos entreprises afin de les diminuer? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Opinion CSC où on vous explique tout. Alors un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui, une fois qu'il est émis dans l'atmosphère, produit un effet comme si on était dans une serre. Donc il empêche le rayonnement du soleil d'être réémis vers l'espace. Ça reste prisonnier en fait de cette couche de l'atmosphère et donc du coup la température monte comme dans une serre. En Wallonie, les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre sont d'abord l'industrie, la mobilité et le transport, et puis le résidentiel. Par résidentiel, on entend l'énergie qui est consommée par les habitations pour se chauffer, s'éclairer, etc. Au sein de l'industrie, les trois secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre sont le secteur du ciment, de la chaux et le secteur de la chimie. Au niveau du transport, on a à peu près 2/3 des émissions de gaz à effet de serre qui sont pour la mobilité des individus et 1/3 des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au transport de biens, de matériaux, de produits. Les ambitions pour la Belgique, comme pour l'Europe, c'est de réduire de plus de la moitié par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment un gros défi et donc c'est un petit peu dans tous les secteurs qu'il va falloir réduire les émissions. Sur le terrain, la prise de conscience est de plus en plus importante car les entreprises ont récemment fait face à la sécheresse ou aux inondations. Le dérèglement climatique a un gros impact sur notre production, surtout même la consommation d'énergie et tout ça, c'est très dur pour le moment. Enfin, pas que pour le moment, ça fait quand même quelques saisons où on s'aperçoit que le dérèglement climatique est vraiment là. Et plus ça avance, plus c'est prononcé. Disons qu'on avait des périodes sèches et humides sur la même année. Maintenant, on a des années humides et des années sèches. Donc ça porte vraiment sur le rendement et sur la viabilité de l'entreprise. Parce que c'est une entreprise qui ne fait pas de haute valeur rajoutée sur le légume. Donc plus ça coûte cher à produire, on ne vend pas nécessairement beaucoup plus cher. Donc ça pèse surtout. Chez Beneo, en fait, qui est une entreprise internationale où l'on traite principalement exclusivement la chicorée. Bien sûr que les changements climatiques se font déjà ressentir. Nous avons en fait une usine en Belgique, à Oreille, et également une usine au Chili. Donc évidemment, les changements climatiques étant mondiaux, ça impacte les deux usines. Cette année, le début de campagne a été très compliqué. Donc la campagne, c'est l'arrachage des chicorées qui a débuté ici fin août. Du fait de la sécheresse importante, donc ça a été très difficile, avec aussi une présence d'herbes plus importante, donc on a dû faire appel à du personnel intérimaire supplémentaire. Et la sécheresse fait aussi que nos chicorées ont une qualité plus importante, donc on peut penser que c'est bien en effet, mais ça veut dire qu'il y a de plus longues chaînes, bon je vais passer les aspects techniques, mais elles sont plus difficiles à traiter dans l'usine aussi. Nos variétés belges de haricots ou de pois ne supportent plus les différences de température ou d'humidité, donc ils sont obligés de chercher d'autres variétés, mais ça ne se fait pas en 3 minutes. Il faut des fois plusieurs années, si pas des dizaines d'années pour trouver. Mais peut-être qu'on aura trouvé dans 5 ans les produits qu'on pourrait faire maintenant. Si l'augmentation de la température ou la diminution joue, on ne sera peut-être déjà plus dans le bon. Donc on marche un peu à l'aveuglette. Quand on pense au bien-être des travailleurs, on l'a ressenti cet été. On a dû mettre en place un plan canicule qui n'était pas vraiment prévu.
Et aussi, on a demandé à prévoir aussi un plan froid parce qu'on n'est pas à l'abri, à l'inverse, d'avoir des intempéries importantes aussi. Actuellement, il y a un important plan d'extension et d'augmentation de la capacité qui a déjà été effectué au Chili, qui est en cours ici en Belgique. Et donc, bien sûr, une des questions qui va être posée au prochain conseil d'entreprise, ce sera est-ce que ce plan tient bien compte des changements climatiques auxquels on va être confronté. Elles sont également touchées par d'autres crises, qu'elles soient géopolitiques ou sanitaires, et qui ont pour effet une hausse des prix de l'énergie, une dépendance aux énergies fossiles ou encore des perturbations dans les approvisionnements. Le secteur alimentaire, c'est le secteur le plus grand de la Belgique et nous sommes un secteur assez intensif en énergie. Nous avons surtout besoin du gaz naturel pour chauffer, pour cuire, etc. Donc nous sommes un très grand consommateur de gaz naturel et ça c'est en effet le plus grand défi pour le futur, parce que le gaz naturel, c'est des fuels fossiles. Ce qui dit fuel fossile dit CO2. Donc si on veut diminuer nos émissions en CO2, on doit trouver une alternative pour le gaz naturel. C'est simple à dire, mais ce n'est pas si facile pour directement remplacer le gaz naturel. On pense à l'électrification, utiliser les pompes à chaleur, mais les pompes à chaleur ne sont pas pour le moment à point. L'hydrogène, c'est une autre chose qu'on réfléchit, qu'on regarde. Le biogaz aussi, ça c'est un peu le défi principal. On doit donc trouver des solutions pour aider les entreprises pour utiliser des alternatives pour le gaz naturel. On y travaille, on n'y est pas encore, mais je crois que dans les années qui suivent, que ça va améliorer, se développer de plus en plus. Les phénomènes climatiques ou les tensions géopolitiques risquent bien de se renforcer dans les années à venir. Tout l'enjeu pour les entreprises wallonnes est donc de mieux les anticiper. Ceci leur permettra de pérenniser leur activité tout en visant les objectifs de réduction des émissions carbone. Et certaines entreprises ont déjà commencé. En 2020, la base Intermarché de Villers-le-Bouillet a investi dans une éolienne. Un investissement qui rend l'entreprise aujourd'hui beaucoup plus résistante face à la hausse des prix de l'énergie. En 2021, il faut savoir que nous avons utilisé plus ou moins 4 millions de kilowattheures. L'éolienne en a couvert 3 650 000 kilowattheures. Donc ça a engendré derrière effectivement un gain, on va dire. Vu la crise énergétique que l'on connaît aujourd'hui, ça a permis surtout aussi d'engager. Donc à la base Intermarché aujourd'hui, depuis maintenant le mois de juillet, nous engageons. Ça fait plus ou moins entre 3 et 5 engagements par mois. Ça nous permet aussi par rapport à notre consommation énergétique de couvrir à plus ou moins 95%, ce qui est énorme quand même. Personnellement, j'entends autour de moi, les employeurs font appel à du chômage économique, du chômage temporaire. Chez nous, je le redis, ce n'est pas le cas, que du contraire on engage, donc c'est vraiment très bien. Voilà, donc je pense que c'est une très bonne stratégie. D'autres entreprises ont décidé de mettre le focus sur la production d'énergie alternative. Je suis délégué chez Edel, donc c'est une entreprise de café lyophilisé. Et chez nous, pour réduire notre consommation d'énergie, on a différents projets qui sont à l'étude, dont un qui est bien parti. Donc c'est la création d'une turbine. Donc ici, comme on génère énormément de vapeur, on va récupérer cette vapeur qui va permettre à notre turbine de fabriquer de l'électricité. Un tiers de nos besoins en électricité sur le site. On a prévu aussi des investissements pour un champ de panneaux photovoltaïques et on va remplacer les machines qui sont énergivores par des machines électriques. Tous ces investissements-là, oui, sont là pour aider à garder l'emploi, à garder le site viable ici en Belgique, avec la crise énergétique qu'on connaît actuellement, et même pour l'avenir, pour nous délégués, pour l'ensemble des délégués, ça doit passer par là. Chez Wust, une des plus grosses entreprises de construction de la province de Liège, on a installé des panneaux photovoltaïques sur la toiture, sur les toitures des centres de service. Sur Louvain, par exemple, on récupère l'alcool des bières à destination à être sans alcool, ça c'est une chose. Jupy, on a installé, je pense, plus ou moins 8200 panneaux solaires. Il y a déjà un fournisseur qui est 100% renouvelable. Clairement, il y a une demande des travailleurs de faire attention, beaucoup plus attention à l'environnement et à l'impact écologique, oui. Il y a d'abord un leasing vélo qui a été mis en place récemment. Le travailleur se rend aux ressources humaines et peut demander à faire un contrat pour pouvoir bénéficier d'un vélo qui paye tous les mois. Donc pour pouvoir venir travailler en vélo,
C'est intéressant parce qu'il faut savoir que les kilomètres à vélo sont mieux remboursés que les kilomètres en voiture. Et alors, cette manière de faire, donc le prélèvement chaque mois sur le salaire, est aussi déductible des impôts. Donc ça a plusieurs avantages en plus de l'impact environnemental. Pour le moment, donc, sachant que c'est assez récent, il y a quand même déjà sur 350 travailleurs, 50 qui ont fait l'achat d'un vélo électrique ou autre. Hein. Mais il y a déjà quand même 50 travailleurs qui bénéficient d'un contrat pour un leasing vélo chez nous. Tous les secteurs seront mis à contribution pour atteindre les objectifs de réduction d'émissions carbone. Néanmoins, certains seront plus impactés que d'autres. Prenons le secteur de l'industrie. À lui seul, il représentait 31% des émissions de gaz à effet de serre en Wallonie en 2020. Pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, le secteur est soumis au système de quotas d'émissions. Un système que l'Union européenne veut compléter avec un nouveau mécanisme, l'ajustement carbone aux frontières. L'ajustement carbone aux frontières, c'est un mécanisme qui est mis en place actuellement par la Commission européenne, qui devrait entrer en vigueur en 2026 et qui va taxer les produits importés qui ne respectent pas les standards carbone mis en place au niveau européen. Alors l'objectif défendu évidemment, c'est d'empêcher que les entreprises délocalisent une partie de leur production dans des pays qui n'ont pas les mêmes standards carbone que nous. Et donc l'impact direct que ça va avoir pour les travailleurs, c'est de conserver l'emploi en Europe avec des conditions de travail correctes et surtout une plus-value forcément au niveau de la pollution. Autre secteur fortement impacté par une réduction des émissions de gaz à effet de serre, le secteur automobile. Ici, c'est l'emploi qui est directement concerné. Les travailleurs doivent donc anticiper les changements afin de mieux rebondir. On s'est rendu compte il y a quelques années qu'il y avait vraiment beaucoup de restructurations qui s'enchaînaient, des licenciements collectifs notamment, pour des raisons assez évidentes. Donc le fait qu'il fallait moins de voitures qui circulent pour diminuer les émissions de CO2, le fait que les voitures sont en train de s'électrifier, aussi la digitalisation dans le monde du travail, tout ça faisait que les employeurs avaient besoin de moins de personnel. Alors c'est des raisons tellement évidentes qu'on s'est dit à la CNE, mais pourquoi en fait attendre que des décisions soient prises pour licencier des gens alors qu'on pourrait très bien anticiper et prévoir déjà un maximum de formation, de reconversion dans d'autres fonctions qui pourraient apparaître dans l'entreprise. On a beaucoup discuté de ça avec les délégués et on a décidé de vraiment inclure les travailleurs dans la dynamique avec nous pour être sûr d'avoir aussi un maximum d'adhésion et de coller au mieux à leur ressenti et à leur réalité. On a réalisé une enquête auprès des affiliés francophones du secteur automobile côté employés qui nous a vraiment donné des chouettes indications sur des stratégies à suivre ou des lignes à tenir, notamment le fait que les travailleurs du secteur sont très conscients de la crise climatique et des enjeux liés à la décarbonation de l'économie, et aussi très conscients qu'il fallait changer nos comportements individuellement et collectivement, mais aussi que du coup leur quotidien professionnel allait être impacté vu le secteur dans lequel ils travaillent. Ce qui ressortait aussi de très intéressant, c'est que les gens sont vraiment ouverts à des reconversions professionnelles bien avant le licenciement. Donc ils ne sont pas spécialement demandeurs du statu quo à tout prix. C'est vraiment l'idée de, oui, se reconvertir, pourquoi pas, mais alors dans un emploi qui est intéressant. Ça, c'était la priorité. Au-delà vraiment des questions salariales ou des questions d'être avec les collègues ou quoi, c'était vraiment ça qui ressortait. Et maintenant, l'enjeu, c'est avec les délégués de mettre en place en entreprise des stratégies, d'aller interpeller les employeurs, d'essayer de développer des plans de formation pour anticiper un maximum dans les entreprises où on sent qu'il y a des changements importants qui vont arriver. Je travaille dans un garage utilitaire où on passe de plus en plus vers les véhicules électriques et hybrides, ce qui a imposé pour les ouvriers beaucoup de modifications, beaucoup plus de formation et les dangers sont beaucoup plus importants et différents. On a des dangers de brûlure, d'explosion dus aux batteries et dus aux véhicules électriques. Les personnes qui doivent travailler sur le véhicule doivent avoir un certain nombre de formations et alors il y a des personnes qui doivent avoir encore plus de formations pour pouvoir déconnecter ces véhicules électriques pour pouvoir laisser aux autres le travail. Et ça impose de former de plus en plus de monde. Ça va changer le type d'ouvriers dans l'atelier. Il va y avoir de plus en plus de gens avec peut-être plus de formation à la base. En Wallonie, le secteur des transports représente 22% des émissions carbone. Ici, deux enjeux sont présents. 1. Baisser les émissions et 2. Faire face à la hausse des prix de l'énergie. Une solution est de revoir complètement la mobilité des marchandises. Pour la mobilité, il y aura de la multimodalité
en fonction de ce qui est transporté et en fonction des distances à parcourir. L'idée du multimodal, c'est qu'effectivement, les marchandises viennent de loin, soit en bateau, soit en train. Et ces bateaux, ces trains arrivent dans une plateforme multimodale dans laquelle on met les marchandises sur les camions vont vers les villes, vont vers les destinations. Et on voit aujourd'hui avec les politiques des villes où ils empêchent, où ils rendent plus difficile la circulation automobile des camions. On voit déjà des entreprises qui font des gros dépôts où les camions peuvent aller décharger la marchandise et alors sur le dernier kilomètre, soit ça se fait en camionnette électrique, soit en triporteur. Et donc on voit vraiment du plus long au plus court un changement de mode de transport, alors qu'avant le camion venait déposer la marchandise à la porte du client. Ça permet de réduire les émissions carbone, ça permet une meilleure fluidité en termes de mobilité dans la ville. Revoir la mobilité, cela a des conséquences sur l'emploi. Pour assurer l'avenir de ces travailleurs, il faut anticiper les changements. Je pense que si on organise la mobilité de manière intelligente, avec des plateformes multimodales, la qualité de l'emploi va certainement s'améliorer parce que ce seront des emplois plus locaux. Et donc, organiser de cette manière, on pourra réaméliorer les conditions de travail des travailleurs de transport, qu'ils soient chauffeurs routiers ou autres, parce qu'on ne va pas aller chercher dans un pays de l'Est quelqu'un qui va rouler sur un triporteur à Bruxelles, enfin, ça m'étonnerait beaucoup. Et donc, oui, je pense que ça pourrait améliorer les conditions de travail de l'ensemble des travailleurs qui transportent des biens et des personnes. Dans les transports en commun, les enjeux sont similaires. À Liège, les techs ont décidé de diversifier les technologies. Bus hybride d'un côté et tram de l'autre. Néanmoins, ces solutions de transport ne sont pas la solution ultime. Alors les bus de demain sont les bus hybrides, donc ça fonctionne, oui. Maintenant, dans le réseau liégeois en tout cas, c'est toujours compliqué parce qu'ils n'ont pas la même performance que les bus thermiques. Et vu la conjoncture de notre réseau, c'est toujours pas évident. Maintenant, vraiment pour du pur centre-ville, ça fonctionne vraiment assez bien, quoi. On a beaucoup de gains énergétiques et beaucoup de gains de CO2 par rapport aux bus thermiques, quoi. Alors je ne peux pas dire qu'on arrivera à du 100% de bus hybride parce que je pense que dans des dépôts beaucoup plus campagnards, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, on va devoir y passer. De toute manière, ça deviendra des normes européennes comme c'est déjà le cas, avec des obligations de passer à des énergies renouvelables au niveau des transports en commun, donc des bus hybrides ou d'autres systèmes comme on a le tram qui va, espérons, bientôt arriver, quoi. Actuellement, on est en pleine candidature justement pour le passage des chauffeurs tram. À savoir qu'à Liège, dans la politique qu'ils ont adoptée, c'est le chauffeur tram sera également chauffeur bus. Donc il fera 75% de tram, 25% de chauffeur bus. Maintenant, tous les chauffeurs ne sauraient pas passer chauffeur tram au début parce qu'on n'a pas besoin d'autant de personnel. Mais dans la politique du TEC Liège-Verviers, c'est à terme que tous les chauffeurs soient mixtes, comme on pourrait appeler, donc tram et bus, pour avoir une flexibilité au niveau de tout le monde, quoi. Il y a une formation à avoir parce que conduire un tram n'est pas la même chose que de conduire un bus. Ça, c'est inéluctable. À savoir qu'avec les bus hybrides, on a ce qu'on appelle des leasing. Maintenant, c'est un peu comme les voitures, c'est un peu le même principe, où nos mécaniciens ne peuvent plus effectuer tous les travaux nécessaires sur les nouveaux bus pendant une durée, un certain temps, la durée du contrat. Et de là, ils ne peuvent effectuer que les petites tâches et c'est les constructeurs qui font tous les autres travaux par rapport à ça, quoi. Maintenant, à terme, on les forme aussi pour qu'ils puissent effectuer les travaux plus précis au terme des contrats, quoi. Un mécanicien niveau 1 pour un bus hybride pourra faire tel type de travail et un mécanicien niveau 2 pour aller un peu plus loin dans certains travaux effectués. Donc il y a des compétences à acquérir et tout ça pour lesquelles on les forme en société quand c'est nécessaire, quoi. Nous l'avons vu, réduire les émissions carbone va impacter les entreprises et les travailleurs en Wallonie. Des emplois seront perdus, d'autres devront se réinventer, mais de nombreux emplois seront également créés, notamment dans le secteur de la construction. En effet, l'habitat représente 16% des émissions carbone wallonnes. Et pour diminuer ces émissions, il va falloir rénover les habitations. Le bâti wallon est vétuste, plus de 50% des logements datent d'avant la guerre. Et donc effectivement les enjeux ils sont là. Pour le secteur de la construction, c'est diminuer les émissions de gaz à effet de serre, produits, chauffage, domestique,
principalement. Voilà. Donc c'est vraiment les enjeux. Les enjeux, c'est la massification de la rénovation. On est actuellement à un taux de rénovation de 1%, moins d'1% par an du parc. Il faut monter à 3% si on veut atteindre les objectifs de 2030-2050 pour, je dirais, un bâti décarboné. Et donc les enjeux sont vraiment là. Donc c'est massifier la rénovation, mobiliser la main-d'œuvre. La rénovation des bâtiments est quelque chose qui pourrait créer énormément d'emplois. On parle au niveau de la Belgique de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Il faut tripler aussi le besoin en main-d'œuvre. Maintenant, on va travailler aussi sur des concepts de préfabrication, d'industrialisation. Et donc voilà, on va ainsi, je dirais, maîtriser un peu mieux le besoin en main-d'œuvre et aussi garantir une qualité de mise en œuvre. Mais la main-d'œuvre, il en aura besoin, ça c'est sûr. C'est très important et ça demande un effort énorme au niveau de la formation des travailleurs et au niveau du nombre de travailleurs qu'on pourrait attirer vers le secteur de la construction. Donc c'est aussi une question d'attractivité des métiers et de formation de la main-d'œuvre, de préférence belge ou wallonne, et pas importer de la main-d'œuvre, même à bas coût, comme on voit parfois aujourd'hui sur certains chantiers. Pour que les entreprises wallonnes atteignent les objectifs de neutralité carbone, il existe une piste intéressante, l'économie circulaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors l'économie circulaire en entreprise, c'est quelque chose d'assez simple. L'économie, on extrait des ressources, des matières, on fabrique des produits, puis on les vend, et puis on les utilise, et puis on les jette. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie linéaire. Aujourd'hui, face aux enjeux climatiques, de réchauffement, d'urgence climatique, les entreprises doivent se transformer. Une des manières qui, à mon sens, la plus efficace, c'est d'aller vers de l'économie circulaire. Pourquoi ? Parce que les études montrent qu'une économie, par exemple, 100% circulaire permettrait de réduire les émissions de CO2 de 72%, ce qui est énorme. Et ce qui, au fond, quand on parle de problème environnemental, de réchauffement climatique, le problème c'est quoi ? C'est les émissions de CO2. C'est ça le problème. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc l'économie circulaire, c'est une solution pour réfléchir à ce qu'on extrait comme matière, la façon dont c'est fabriqué et en fin de vie, comment le produit est réutilisé, fabriqué, reconditionné pour avoir une boucle. Plutôt que d'avoir quelque chose de vraiment, oui, de linéaire, on fait du circulaire. L'objectif quand même, c'est de boucler la boucle de l'utilisation des ressources en recyclant, en réutilisant les matériaux et les produits pour augmenter leur durée de vie le plus longtemps possible. Toute entreprise peut faire de l'économie circulaire en se demandant quelles sont mes ressources, qu'est-ce que j'extrais, de quoi j'ai besoin, et à la fin, comment je m'occupe de la fin de vie de mon produit. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est un produit qui est éco-conçu? Donc par exemple, on parle beaucoup de déchets dans le bâtiment. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est construire des bâtiments qui vont être facilement démontables. Plutôt qu'au moment où, dans 20 ans, on doit détruire le bâtiment, on se retrouve avec des déchets qu'on ne sait ni réutiliser ni trier. Et comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, rendons-nous au magasin Ikea de Mons. Alors le Circular Hub, c'est un peu la nouveauté qui remet en avant le coin des bonnes affaires. Donc on l'a retravaillé pour donner un aspect beaucoup plus circulaire et un côté écologique. L'idée, c'est vraiment de vendre des produits qui ont été exposés dans le magasin ou qui ont été ramenés par les clients et de proposer à des nouveaux clients de les acheter et donc de leur donner une seconde vie. On propose aussi des ateliers, en général le mercredi et le samedi pour les clients Ikea Family. Et donc c'est des ateliers où on revalorise des produits, c'est vraiment des ateliers divers, mais chaque fois sur un point écologique. Donc là, en l'occurrence, c'est revalorisation des emballages carton pour en faire d'autres choses, des décorations, des ateliers avec les enfants, etc. Donc ici, c'est la zone de réemballage. Donc c'est pour tous les emballages qui auraient été abîmés par les clients ou par des collaborateurs, etc. Pour éviter de jeter le produit, on préfère le réemballer, quand il n'y a rien évidemment, le réemballer et le remettre en vente, pour éviter le gaspillage. Mais ici, c'est une zone, c'est ce qu'on appelle le Spartacus. En fait, c'est toutes les pièces détachées des meubles qu'on vend le plus souvent à nos clients. Et donc, si un client, chez lui par exemple, a abîmé un meuble en le montant ou autre, il peut venir au service clientèle. Et donc là, on lui rend la pièce qui a été abîmée.
Ça évite le gaspillage, ça évite de jeter le produit au complet pour juste une pièce qui a été abîmée. L'économie circulaire va créer des emplois, elle va en détruire dans les secteurs par exemple de l'extraction, de l'industrie minière, etc. Mais les projections économiques montrent que l'économie circulaire va engendrer une création nette d'emplois. Donc la création d'emplois devrait théoriquement surpasser la destruction d'emplois. Ce sont des emplois qui peuvent être accessibles à tout type de public puisque l'économie circulaire va avoir besoin de toute une portée de compétences, en fait, des compétences manuelles, des compétences plus nouvelles comme sciences des matériaux, etc. Donc il y a tout un tas de compétences qui peut ouvrir la porte à tout type de travailleurs. On est vigilant aussi quant aux effets pervers aussi de cette nouvelle économie. Tout changement n'est pas sans risque non plus. Et il faut rester vigilant. On est persuadé que plus il y aura d'acteurs, plus les travailleurs, les entreprises seront impliqués dans ce nouveau processus, eh bien, mieux ce sera pour tout le monde, pour la planète, pour les employés, pour tout le monde. C'est tout. Tout le monde doit participer. Pour la CSC, une chose est évidente. Les nécessaires transformations auxquelles les entreprises vont devoir se conformer pour répondre aux exigences climatiques devront se faire en tenant compte des travailleurs. Donc pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, les défis des entreprises vont être grands et vont d'une part devoir atteindre les objectifs de neutralité carbone, donc ils vont devoir limiter l'impact carbone de leur processus de production et d'autre part, il va y avoir toute une série de changements plus structurels auxquels les entreprises vont devoir faire face. Par exemple, certains produits vont être obsolètes, il va y avoir des chamboulements par rapport aux chaînes d'approvisionnement, il va falloir revoir les chaînes de production, il va y avoir évidemment des défis tout au long des transports, les prix des transports qui vont changer, l'organisation des transports va changer. Donc tout ça, ce sont des défis assez conséquents auxquels les entreprises vont devoir faire face. Inévitablement, ces défis vont impacter toute l'entreprise, donc la production de l'entreprise va être impactée, mais également l'organisation du travail et aussi l'emploi. Nous, à la CSC, évidemment, les centrales syndicales sont très attentives à tous ces changements structurels. Elles étudient les changements qui sont liés à leur secteur et elles essayent évidemment d'anticiper le fait que les travailleurs soient bien au centre de tous ces changements, donc on respecte bien les travailleurs, que la concertation sociale soit impliquée dans tous ces changements, mais également qu'on mette bien en place de la formation, notamment parce que tous les métiers vont évoluer et donc il faut que les travailleurs puissent s'adapter. C'est ici que se termine notre émission. Vous pouvez la revoir sur Ovio et sur les différents médias de la CSC. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel Opinion CSC.